parcours élogieux commence à Pouma, en passant par le canon de Yaoundé pour chuter à Laval, Marseille en France et la Sampdoria en Italie. François Omambiik, puisqu'il s'agit de lui, est l'un des buteurs prolifiques indomptables, même si souvent il avait beaucoup souffert d'une comparaison maladroite avec son aîné Roger Mila. Les Camerounais gardent de lui un souvenir impérissable de son passage exaltant à la Coupe du Monde 90. Ses diplômes d'entraîneur, il les a passés au Mexique, où il a exercé en deuxième division. Aujourd'hui, l'ancien joueur de Laval aimerait bien servir son pays si on lui en redonnait l'occasion. Total Sport lui déroule son tapis rouge pour ce numéro. Voilà maman Lucie. On va dire voilà maman Lucie, mais c'est qui ça? Quand on voit au Cameroun, tout le temps au marché central là, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Non, on va dire oh non, mais il a tourné ça ici à Doxibi. Oui. On cherche un papier qui est derrière le truc. Souvent ici, elle est en France. La télé nous a montré la zone là. Voilà. Franck, viens là. Ça c'est. Il va pas. Ça c'est le. Il va passer. Non, Emilio, cherche. François Junior. Non, elle est partie faire couler. François Junior, mon homonyme, le dernier, le troisième. 10 ans. Alors, Morgane, viens. Ça c'est Morgane. Ouais. Ça c'est mon filleul. Ouais. Hein? Il a 8 ans. Donc celui qui est sur l'ordinateur, c'est Emilio. Ouais. 10 ans, 14 ans. Futur footballeur. Voilà. Donc le premier, Jean Arnaud, il est parti faire un peu de sport. Ouais. Il est allé suer un peu. C'est lui qui était en Italie. Ouais. Donc, c'est mon deuxième petit beau. Donc là, on l'appelait, c'est pour ça qu'on l'a joué. Quand on l'appelait Cantona. Donc Eric, comme il s'appelle Eric, on l'appelait Cantona. Il l'a arrêté. Donc ma belle-mère, Ouais. Qui a toujours froid. qui a toujours froid. Donc, ça c'est Lucie, ouais, ma belle-sœur. Lucie de Vaugirard. Voilà. C'est Lucie de Vaugirard. Voilà, la star de Vaugirard. Quand tu arrives à Châteauroux, tu demandes Lucie, la star de Vaugirard. Tout le monde la connaît. On a fait son anniversaire hier. Il y avait plus de 70 personnes À la dans la salle. salle. Ça a coulé le champagne. Elle a loué la salle. Ah ouais, c'était impressionnant. Ouais. Tellement que j'avais pas le flash. Voilà, c'est mon épouse depuis 21 ans. Ça. Qu'elle me supporte. Elle me supporte plus, hein, parce que des fois c'est difficile, même quand ça a été difficile, elle a toujours été là. Voilà, donc tout ce que j'ai pu faire, parce que derrière j'avais une personne de forte qui était avec moi. Voilà, donc depuis qu'on s'est retiré, on s'est retiré à Châteauroux, je me suis retiré à Châteauroux, donc j'ai choisi de vivre ici pour la tranquillité. Je ne suis pas un homme de grande ville, donc c'est ici que j'ai pris ma retraite, que je lève mes enfants tranquillement. Ça c'est mon frère, ça c'est comme on dit chez nous, mon frère blanc. On l'appelle ici, c'est monsieur le maire. Le maire de Châteauroux, c'est Saint-Christophe, je le connais depuis 10 ans. Il vit en face de nous, donc on passe des moments agréables ici. Là on vient de finir ses vacances aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma soeur. C'est ma soeur, donc compagnon de monsieur le maire. Elle me donne souvent le fil à retordre, mais bon, je sais comment je la contrôle. Donc Nathalie, voilà. Elle est enseignante. Pouvez-vous nous dire exactement quel genre d'homme est François? Assois-toi. Je crois que pour nous, il représente
Il représente beaucoup. C'est quelqu'un d'apparemment très fidèle. Et voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on a appris à se connaître. Et c'est quelqu'un d'une simplicité extrême. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on apprécie le plus. Êtes-vous au courant qu'il est l'un des plus grands footballeurs que notre Afrique a pu produire? Bien sûr, même si ça n'a pas été ce qui a été mis en avant en premier chez cette famille, puisque c'est pas ce qu'on met en avant dans la famille quand on rencontre les gens. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de ce côté-là de leur vie, bien sûr. Quel genre de rapport entretenez-vous avec la famille Omam? C'est ma sœur et mon frère. Ce sont ma sœur et mon frère. Tu as arrêté de jouer et tu es venu t'installer à Châteauroux. Explique-nous pourquoi Châteauroux. Ben, disons que Châteauroux, c'était professionnel. En 89, 90. Donc j'ai terminé ici. Comme les enfants étaient scolarisés ici, donc on est resté. Et depuis 10 ans, on vit ici. Donc j'ai fait quand même une parenthèse. Moi, je suis allé travailler il y a 4 ans au Mexique. Mais ma famille a continué à vivre ici et je suis de retour depuis le 18 décembre. En t'installant ici à Châteauroux, que recherchais-tu? Oui, on a toujours vécu en province. Hein. On n'a jamais on a eu la possibilité de vivre à Paris quand j'étais joueur, mais on n'a jamais voulu. En dehors de Mexico, c'est la seule grande ville qu'on a vraiment vécu, mais sinon on a toujours été des gens de province. Et c'était le calme, un endroit où les enfants pouvaient s'épanouir en sécurité. Maintenant que tu ne joues plus, est-ce que tu savoures mieux la vie familiale? Mais bien sûr, je passe le temps avec les enfants, je joue avec les enfants, je les accompagne à l'école, donc j'ai plus de temps à les concentrer, j'ai que ça à faire en dehors de... Bon, mais quand j'ai du travail, mais sinon, oui, j'en profite de ce moment de familial. On découvre aujourd'hui la femme qui se cache derrière Omam. Comment est-ce qu'elle a pu rester longtemps dans l'ombre pendant tout ce temps? Mais tout à l'heure, vous aurez l'occasion de la demander. On l'appelle la lionne. La lionne, on l'appelle la lionne. Donc, non, mais je pense que, comme beaucoup de joueurs, je pense que il y a certaines femmes qui ont préféré soutenir leur mari dans l'ombre. Elle fait partie de ces femmes-là. Quel rôle a-t-elle joué auprès de toi? Je pense qu'elle a été une pièce essentielle parce que dans nos carrières, il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Donc, elle a toujours su me soutenir quand ça n'allait pas et me remettre les pieds sur terre quand ça allait. Donc, elle est l'équilibre. Elle a été l'équilibre dans ma carrière. Quel genre d'éducation donnez-vous à vos enfants? Mais on est dans un pays où les enfants ont plus de liberté, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais en respectant les règles de la vie, le respect, la politesse, qui pour nous est très important. Donc en ce moment, il y a certains qui veulent faire du football. On verra bien si les prochaines années, si ça donne quelque chose. N'as-tu pas un peu influencé? Non, non. Tout au contraire, je les explique tous les jours que c'est difficile, qu'il y a peu de place, que maintenant c'est plus difficile qu'à mon époque. Donc c'est une passion pour eux, mais tout en sachant qu'ils n'ont pas le droit d'abandonner l'école. On va voir le moment arriver et la route qu'il faudra choisir. Il y a un qui est un peu avancé. Quelle est sa progression jusqu'ici?
Ben lui, il a eu beaucoup de retard sur sa préformation. Il a eu la chance qu'un ami, il y a 3 ans, Pierre Obam, l'a amené en Italie. Il s'est entraîné, il a passé une année avec le Milan. Après, il a été à une équipe de Série C en Italie, où il a fait toute la saison. Donc cette année, il n'a pas joué. Il voulait un peu... Ben, disons qu'il n'a pas eu aussi des propositions claires, donc on en a profité pour qu'il refasse un peu une mise à niveau au niveau de l'école. Tu insistes que tout passe par l'école d'abord, je suppose. Ben oui, maintenant ils ont la chance de pouvoir cumuler les deux. Il y a les structures qui accueillent les jeunes footballeurs et te permettent aussi de faire les études. Donc pourquoi négliger ce côté-là? Est-ce que ton rêve est de les voir suivre tes pas? Ben, mon rêve, c'est de pouvoir grandir et de vivre, de former une famille et de vivre dans de bonnes conditions. Qu'ils soient footballeurs, enseignants, médecins ou ingénieurs, mais qu'ils puissent être heureux dans la carrière qu'ils vont pouvoir prendre. Donc, pendant ce temps, je reste ici, je vais chercher mon journal, je lis le journal, je fais le ménage quand ma femme tarde à se réveiller. Donc, on mange à midi, après-midi, c'est la sieste, quelques vidéos de football pour apprendre un peu, pour voir un peu d'autres manières de travailler, certaines cassettes vidéo que j'ai. Et puis je vais chercher le petit à l'école. Le sport, de temps en temps, pas beaucoup en ce moment, mais de temps en temps. Ouais. Vous savez, quand on a été footballeur sportif pendant des années, donc quand on laisse le corps en demande, on a tendance à prendre du poids, donc pour limiter un peu de dégâts, on fait quelques abdos. Ma voisine, elle va te dire, si je soulève le truc, il y a, comme on dit chez nous, il y a certains, les mignons qui vont sortir, mais non, mais il faut jouer le maintien. Il faut jouer le maintien, il faut quand même faire rien que pour la santé, il faut faire du sport. Patricia, cela fait 21 ans que tu partages la vie de François. Est-ce que tu peux nous parler de votre première rencontre? Ça arrive souvent cette question en fait, et je la répète et c'est comme si je la vivais au moment où on me pose cette question en fait. Oui, je me rappelle très. C'est un peu marrant parce qu'on s'est connus à travers quelqu'un qui le connaissait et qui me connaissait aussi. Et juste après, il est venu à l'école où j'allais, au collège en fait. Et cette même personne m'a dit, ben voilà, la personne que je t'en ai parlé pour pouvoir qui devait te rencontrer. Et c'est comme ça, bon, quand je l'ai vu, il ne m'a même pas adressé la parole. Il était très très timide, François, hein. François a changé. Il était très timide. Et moi aussi, j'étais plus timide à l'époque. Donc, on a fait un bout de chemin ensemble. Et je sais que la seule chose qu'il a dit ce jour-là, il a dit... ben, j'aimerais t'épouser en fait. Donc, il a dit, et Dieu merci, il a tenu sa parole. Bon, ben, tout de suite, j'ai dit, mais tu le dis comme tous les hommes au Cameroun, quand ils veulent une femme, ils disent toujours la même chose. Il m'a dit, il n'a pas débattu, il m'a dit, bon, c'était sans plus. Malheureusement, notre rencontre s'est faite aussi vite, mais on n'a pas eu à vivre de moments de copains, copines ensemble, parce qu'il est parti tout de suite à Yaoundé, où il a joué au Canon de Yaoundé. Où vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés à Douala, effectivement, je n'ai pas mentionné, oui. On s'est rencontrés à Douala, et je crois 2 semaines après, il est monté, il a signé un contrat au Canon de Yaoundé. Et donc, j'avais 16 ans, lui, il avait 2 ans de plus que moi. Donc, c'était un amour sans être vraiment là-haut, quoi, en fait. Et on se voyait une fois tous les 3 mois, 4 mois. Il descendait un jour, comme ça on se voyait, il repartait. Donc, on a eu à vivre comme ça sur
3-4 ans, hein, on se voyait vraiment occasionnellement. Donc pour moi, je dis c'est le destin parce que... N'était-il pas encore la grosse star? Non, 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 du tout. Apparemment, sur Yaoundé, moi je ne connaissais pas vraiment le foot, hein, c'était pas mon truc. Le seul joueur que je connaissais à l'époque, c'était Roger. J'entendais parler. Les matchs de foot, je ne suivais pas, je ne connaissais pas vraiment le foot. Mais apparemment, au Canon de Yaoundé, il a fait de bonnes saisons. Il était un peu une star là-bas au niveau du Camerounais. Donc, Qu'est-ce que ça a été pour toi de l'accompagner? le quotidien, c'était un plaisir, une passion. Et avec ses difficultés aussi, hein, quand il y avait des blessures, un peu comme lui, malheureusement, il en a connu 2 fois des ligaments croisés du genou. Donc, c'était des moments très, très, très difficiles dans la famille. Pas personnellement au niveau couple, hein, parce que c'est quelqu'un dont on peut vivre facilement. Il n'est pas difficile, François, en fait. Mais c'est que quand il a un souci comme ça affecte un peu tout le monde. Donc, ces bobos nous ont un peu perturbés. Mais sinon, à part ça, au niveau carrière, ça, je dis Dieu merci. Je suis l'une des femmes qui a quand même eu une carrière un peu plus facile. Parce que François était attaquant et comme il a fait de bonnes carrières, donc je n'avais pas toujours d'inquiétude. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer et tout. À part les bobos, non, il a fait une très bonne carrière. Nous, on connaît le grand footballeur. Mais l'homme, le mari, c'est qui? Oh, l'homme, c'est le papa Paul. Le papa gâteau, pour moi, c'est un amour d'homme qui sait s'occuper de sa famille, qui prend soin de ses enfants comme de son épouse, qui est très attentionné et qui me donne un grand coup de main. A-t-il des défauts? Ah oui, ça, c'est clair qu'il a des défauts. Et son premier défaut, c'est parfois il se renferme. Quand il a un souci, il ne le dit pas, il ne le montre pas. Il va me faire des signes pour ne pas raconter des bêtises, mais c'est vrai ce que je veux dire. C'est qu'il reste coloreux sur beaucoup de temps, en fait. Il boude, comme on dit ici, sur beaucoup de jours. Ouais. Et ça, moi, je suis quelqu'un de plus ouverte, qui laisse passer facilement les choses, donc ça, c'est plus difficile pour moi à vivre. Ouais. Mais avec le temps, j'ai su gérer ça et là, je lui dis non. Moi, je ne vis pas avec... tu es obligé de parler. Tu ne peux pas rester comme ça. Patricia, quand François marque le fameux but face à l'Argentine en 90, où étais-tu et comment l'as-tu vécu? Ouais, Dieu merci, j'étais présente. Hein. J'étais présente. Je l'ai très bien vécu, comme tous les Camerounais et d'autres étrangers aussi qui étaient contents pour nous, pour le Cameroun. Donc, je ne sais pas, j'étais très contente. Je ne veux pas dire que j'étais déçue qu'il ne me l'a pas dédié. Il a dédié au président de la République, c'est déjà très bien. Mais j'aurais voulu qu'il me mentionne aussi. Ça, il sait que je l'ai toujours reproché ça. Mais sinon, je suis contente, il a fait pour le président de la République. C'était la folie, c'était la joie. Et l'image me reste toujours, comme on était au Milan. Le match s'est passé, je crois, à Milan. Et puis, ils étaient logés à Bari. Il fallait faire, malheureusement, l'organisation camerounaise et tout. Nous, les femmes, on était un peu délaissées. Donc, on était dans le bus qui nous a traînés jusqu'à Bari. On est arrivé là-bas, il se faisait un peu tard. Donc, on cherchait nos époux. Et en même temps, moi, je montais l'ascenseur pour aller chercher dans la chambre. L'autre, il me cherchait. Et les journalistes qui étaient après et tout, ce qui était beau, c'est que malgré les journalistes, il vient, il tombe, il dit, je veux mon bébé. Il me soulève. Je n'étais pas encore comme je suis là aujourd'hui. Il me soulève, il me dit, bébé, je te l'avais dit et tout. Donc, ça me reste consisté. Quoi. François a eu une brillante carrière, mais il semble qu'il n'a pas matériellement gagné ce qu'il se devrait. Cela ne laisse-t-il pas aux choses un goût un peu amer? Oui, quand même, parce que c'est des gens qui se sont beaucoup battus de cette époque, même pour le Cameroun, même pour des équipes qu'ils ont fait en Europe et un peu partout. Mais c'était l'époque, hein. On ne va pas non plus rester sur ça ou dire ou en vouloir qui que ce soit. C'était l'époque et les choses ont évolué, comme tout le monde le découvre. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ce n'est pas tous ceux qui gagnent beaucoup qui sont très bons, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut l'accepter telle qu'elle est. On en a profité à notre temps aussi. À l'époque, les gens trouvaient qu'ils gagnaient beaucoup et avec des années, ça évolue. Quand tu vas au Cameroun, tu penses quelle autorité camerounaise reconnaît ce qu'il a fait? Ah là,
Malheureusement, non, je dirais non, parce que pour une figure comme François, pour quelqu'un qui a apporté beaucoup pour le Cameroun, je trouve que là, on oublie facilement chez nous. Ça, je sais pas, tout le monde n'oublie pas. Il y a parfois des gens qui reconnaissent, qui témoignent ce qu'il a fait pour le Cameroun, mais il y en a d'autres aussi qui vite c'est oublié. On parle plus de l'actualité, de ceux qui sont à la mode aujourd'hui, tout ça, mais bon, pour moi, comme je le dis, c'est la vie. Et tant que moi je connais qui il est et mes proches, comme vous avez vu, les amis, tout le monde, tant qu'il connaît sa valeur, même pas pour le football, moi ça me fait plaisir. Continue. Et s'il fallait avoir un autre Omam ou footballeur dans la famille, que dirais-tu? Au niveau foot, bonne question. En fait, tous les trois sont passionnés, hein? Mais c'est malheureux parce que dès qu'il a arrêté le football, pour moi François, dès qu'il a arrêté le football, j'ai été coupée avec le foot aussi. C'est plus la même passion, c'est plus la même chose. J'ai pas eu de chance d'avoir des filles, j'ai que des garçons, ils sont tous passionnés. Donc, mais si ça arrive, je serai là pour les supporter et peut-être j'aurai encore ce goût de football et je les accompagnerai dans ce qu'ils voudront faire. Quel rôle André, son grand frère, a joué dans sa vie? André a joué beaucoup de rôles. Il a joué un grand rôle en tant que grand frère, parce que quand il était au Canon, la ville de Yaoundé, on sait un peu tous, il était jeune et tout, il essayait de le mettre sur les rails. Il se dit qu'il se battait pour Omam. Peut-être oui, parce que François, il est un peu plus réservé, il est un peu plus timide. Donc André, il est plus expressif, donc lui, il peut plus s'exprimer. S'il voyait qu'on embêtait un peu son frère, sans le lui dire que je vais défendre pour toi, spontanément, c'est son frère. Donc je crois que c'est tout naturel. Il essayait de le protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de l'avoir à tes côtés un peu plus constant? Ah oui, parce que on a été séparés 4 ans. 4 ans où ça a été très difficile. C'est vrai qu'il travaillait, il avait un travail, il était entraîneur, où il gagnait sa vie. Mais on était séparés et vu que c'était au Mexique, non seulement ça coûtait très cher et c'était une longue distance. Donc il fallait que j'ai au moins 1 mois de vacances. Parfois j'étais obligée d'aller pour 2 semaines et laisser les enfants parce que 2 semaines de vacances, ça faisait le temps de décalage. Ils n'avaient pas encore récupéré. Donc en fait, on travaillait pour les billets d'avion. Donc là, je suis contente, tous les enfants et moi, nous sommes très contents de l'avoir. Aujourd'hui, le quotidien pour toi, c'est quoi? Le quotidien pour moi, c'est que j'essaie d'en profiter au maximum, ainsi que les enfants. C'est vrai qu'il faut qu'ils retravaillent. S'il a un travail, ça sera venu avec vraiment grande joie. Mais pour le moment, comme on a été séparés, on est content de nous retrouver. Donc, comme il vous l'a dit tout à l'heure, hein, parfois j'en profite, je fais mes grasses matinées. Et j'essaie de lui faire des bons plats qu'il n'a pas eu durant ces 4 ans. Est-ce que tu as un message pour ceux qui te regardent? Le message que j'ai à l'adresser, c'est que j'espère qu'ils n'oublieront pas François dans leur cœur parce que eux et moi, nous savons ce que François était pour le Cameroun. Donc, même s'il y en a d'autres qui sont là maintenant, qui continuent toujours à le soutenir et garder un bon souvenir de lui. Merci Patricia. Merci à vous. Attendez, mets les lunettes. Camerounais, là on parle de Camerounais. On parle vraiment des Camerounais. Pouvez-vous nous parler du couple Omam Biyik? Couple Mambiik, qu'est-ce que je peux vous dire de ce couple? Rien que bon, hein. Parce que bon, c'est un couple que j'ai connu depuis longtemps. Déjà, si je suis ici en France, ça fait 11 ans, c'est grâce à monsieur et madame Omam. Donc, bon, quand j'arrive en France, j'habite Paris et puis bon, le couple m'a demandé de venir à Châteauroux par rapport à... Vous-même connaissez un peu la vie de Paris, je ne sais pas, la vie est un peu difficile là-bas. Donc je suis arrivée et puis bon, je crois qu'on a toujours vécu ensemble, quoi. Moi j'habite Vaugirard, ils habitent Saint-Christophe.
Bon, j'arrive au moment où François m'a dit qu'il est au Mexique. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec Patricia, l'épouse de François. Patricia qui m'a beaucoup soutenue aussi dans mes moments difficiles. C'est vraiment une femme adorable, quoi. Vraiment, son mari n'étant pas là, avec les enfants, elle a toujours suggéré tout, quoi. Les enfants, la maison. Et Comment as-tu vécu son succès quand il jouait au foot? c'est vrai que j'étais encore petite. Bon, c'est plus 98 que j'ai vécu un peu. Étant au Cameroun, c'est l'année où j'arrive en France. Et c'est même grâce à cette Coupe du Monde que j'ai eu la facilité de venir en France parce que quand Madame Momambéik arrive à au consulat, juste après la Coupe du Monde, elle se présente et dit je suis Madame Momambéik et tout parce que déjà on m'avait refusé le visa une semaine avant et la semaine d'après je l'ai eu grâce au Momambéik, grâce à ce nom-là. Donc ça veut dire que c'est un grand nom, quoi, pour notre pays. En tant qu'être humain, quelles sont ses qualités et ses défauts? Je commence par les qualités. C'est quelqu'un d'accueillant, de gentil. Il accueille tout le monde chez lui parce que François Momambéik, c'est, je sais pas, c'est le Cameroun, quoi. Tout le monde, toutes les nationalités, tout le monde a à manger chez lui, à boire. Vraiment, c'est la gaieté tout le temps chez lui. Ses défauts, bon, je ne peux pas vraiment vous les dire parce que je ne les connais pas trop, mais je sais que son plus grand défaut et le seul que je connais, c'est la timidité. Si c'est un défaut, hein, je ne sais pas si c'est un défaut, mais si ça peut être un défaut. Est-ce que tu crois que François a la récompense qu'il se devrait d'avoir? Ah non, je dirais non, parce que bon, comme il y a tellement de jeunes maintenant qui jouent, dont le Cameroun a très très vite oublié, hein, alors que c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup plaisir au Cameroun. Hein. Il a fait honneur au Cameroun, ce qui fait que normalement, jusqu'à ce jour, les Camerounais devraient être reconnaissants, quoi, vis-à-vis de François. Mais moi, je dirais que on l'a très tôt oublié. Hein. Donc, j'en veux un peu aux Camerounais, quoi. Aux Camerounais et surtout au Cameroun. Est-ce que tu as un message? Mon message, c'est que bon, je dis bonjour à tous les Camerounais. Et puis, je leur dis que je suis vraiment contente d'être à Châteauroux avec la famille Momambéik qui m'a beaucoup soutenue. C'est une deuxième famille pour moi. Ils m'ont adopté, hein. Ça, moi, ils m'ont adopté. Et en plus, c'est le couple Momambéik, son parrain à mon fils, quoi. Monsieur est parrain et la maman est marraine. Si je savais, j'ai dit que c'est sûr qu'il y a la télé là-bas. Lucie, ce monde a raté. On aurait dû te dire, tu te tapais. Il faut me dire que tu as des lunettes. Non, mais toi, tu parlais d'abord. Jean-Marie, viens mon Calme-toi. Jean-Marie, je lui ai dit que je suis moi. Tu vas te fatiguer. Ta voiture est cognée partout là-bas. Pardon, mon frère. Bon, le ventre n'est pas Le ventre, le bas-ventre. Bon, moi c'est Madame Pilorget, de mon nom de jeune fille Ondo, Valentine Pony. Je suis en France depuis 4 ans et demi. Et quand je suis arrivée en France, je suis arrivée par Bordeaux. Donc je suis restée chez une amie là-bas.
Et après, ma cousine Lucie m'a dit, bah, écoute, il faut que tu viennes à Châteauroux parce que je suis en train de m'installer à Châteauroux. Et c'est comme ça que je suis venue à Châteauroux. La première maison dans laquelle elle m'a fait entrer à Châteauroux, c'était ici. Madame Roman n'était pas là, elle était, je crois, au Mexique. Je lui dis, mais attends, on ne peut pas aller chez les gens, alors que là, elle dit, non, 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 non. Pour ça, elle n'est pas comme ça. Et je vous assure, quand elle a appris que j'étais ici, elle a passé le temps à appeler Lucie. Et qu'est-ce qu'elle a mangé ta cousine? Il faut lui donner, débrouille-toi pour qu'elle mange bien. Occupe-toi. Je dis à Lucie, mais c'est pas possible. J'aimerais bien voir cette dame. Et quand elle est arrivée, on s'est vu. Et ça a été comme un coup de foudre. Mon bon, ne t'inquiète pas, hein, je suis encore hétéro. Je suis hétéro. Donc ça a été comme un coup de foudre parce que tout de suite ça a collé. Parce que c'est une dame très hyper accueillante. Vraiment, je ne connaissais pas son mari de visu, j'entendais parler et puis je le connaissais à la télé. Mais elle, je vous jure, c'est... Les mots, les qualificatifs sont minimes, quoi. Parce que cette femme, elle a un grand cœur. Elle a un cœur comme vous voyez son corps là. Parce que son cœur est énorme comme ça. Ouais. Elle est prête à accueillir tout le monde chez elle. Je ne connais pas un Africain qui est entré dans cette maison. Pas les Camerounais, hein, je dis bien un Africain qui est entré ici, qui n'a pas bu, qui n'a pas mangé. Et quand tu arrives là, même si tu as des soucis chez toi, Patricia, avec son sourire, te donne l'envie tout de suite d'avoir de la gaieté, de la joie et tout. Donc, pour moi, c'est des gens assez spéciaux. Et un jour, je lui ai dit, je ne sais pas, le destin existe vraiment et qu'on dit il y a des âmes sœurs, mais je crois que ton mari et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre parce que le jour où j'ai rencontré aussi M. Mambié, on n'a pas beaucoup discuté parce que comme on vous l'a dit, il n'est pas trop bavard. Mais il lance des vannes. C'est quelqu'un qui lance des vannes. Voilà, il est trop fort pour ça. Donc, tout de suite aussi, je me suis dit, mais ces deux-là ont à peu près le même caractère. Ils ont les mêmes habitudes parce que qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, des gens entrent chez eux. Comme si, à un moment, tu te dis, mais ces gens, je ne sais pas pourquoi ils laissent entrer des gens, mais ils sont comme ça. Est-ce qu'il laisse souvent transparaître son côté de star? Lui-même, non. C'est quelqu'un de très humble. Il est très, très humble. Et parfois, je me demande qu'est-ce qu'il fait de son nom, lui. Il ne veut pas se vanter parce que moi, à sa place, je vous jure, je marcherai. Mais c'est quelqu'un qui est très, très humble. Et je dirais que c'est les autres, quand on entend parler, François Mambi, c'est des gens qui... Et quand on arrive, il est bizarrement simple. C'est un gars trop, trop, trop simple. Donc, il reste une star et il reste un grand homme dans son cœur. Est-ce que le Cameroun lui donne ce qu'il mérite? Ça, c'est une question un peu piège, parce que là, il faut rentrer un peu dans les histoires du Cameroun. Mais s'il faut parler en gros, moi, je ne crois pas. Parce qu'un comme M. Mambi, il y a des élections de la... C'est quoi c'est pas la FIFA, c'est quoi FECAFOOT, des trucs comme ça. Moi, je crois qu'on doit appeler des gens comme ça, qui connaissent le football camerounais, qui ont fait des merveilles, qui ont mis le Cameroun au sommet du monde entier. Parce qu'il y a certains pays, quand tu dis le Cameroun, les Lions, on parle de Roger Mila, on parle de François Mambilik, celui qui a marqué contre l'Argentine. Donc, quelque part, je me dis que notre pays n'est pas assez reconnaissant par rapport à ce que lui, il a fait. Peut-être que ça viendra. Si ça ne vient pas, je crois qu'il est temps quand même que le Cameroun apprenne à reconnaître les bienfaits de certains de ses enfants, surtout qui lui ont donné de l'honneur. Super. Il va nous prendre... On va évoquer maintenant tes débuts dans le football. Tu as commencé à Puma Football Club, où le public t'a découvert. Raconte-nous un peu. C'était l'équipe de mon village, Puma, où certains, un groupe de personnalités ont
ont sponsorisé pour pouvoir maintenir l'ambiance dans le club. Donc à l'époque en Ligue, l'équipe était en Ligue, de la Ligue on est monté en deuxième division. C'est à partir de la deuxième division vraiment que ça a pris une autre tournure. Parce qu'il y a eu des moyens, il y a eu des joueurs. Et on est arrivé à cette époque à faire une demi-finale de la Coupe du Cameroun qui était quelque chose d'exceptionnel. Et derrière ça, André et moi, on a été appelés en équipe nationale. Et qu'est-ce qui faisait la force de ce Puma? La force de Puma, c'était effectivement l'ambiance qui régnait. C'était un groupe de jeunes qui voulaient faire parler de la ville de Puma. Même si on sait que la majorité des joueurs étaient de Puma, mais il y avait quand même quelques éléments qui venaient de Douala et d'Edea. Quel rôle a joué André? André, comme on l'appelait à l'époque, déjà pour moi c'était le capi. Il faut savoir qu'en troisième division, j'étais le capitaine de l'équipe. Quand l'équipe était, on est allé chercher André. On m'a enlevé le brassard de capitaine. On m'a enlevé le poste de numéro 10 où je jouais parce qu'André devait venir. Donc obligé de me convertir à chacun autre poste. Mais bon, c'était le grand, il avait déjà l'expérience. C'est pour ça que je deviens avançant. Sinon je joue numéro 10 au milieu de terrain. C'est pour ça et parce que les dirigeants à l'époque ils m'ont dit, écoute, tu cherches un autre poste, sinon tu vas rester une année sans jouer, on ne va pas te donner de la libération. Et Capi, André, bon, mais le protecteur, donc il fallait que je joue, il fallait qu'on me donne des ballons, il fallait me mettre à la disposition pour que je ne m'énerve pas, que je puisse m'épanouir, que je puisse m'habituer à ce poste. Et je me rappelle sur les premiers matchs qu'on donnait où il y avait toujours un petit truc extra pour moi, pour pouvoir me calmer les petits nerfs qui pouvaient lâcher à l'époque. Es-tu le chouchou? Ben oui, ben écoutez, on m'enlève le brassard. On m'enlève mon poste de numéro 10. J'étais le meilleur buteur en deuxième division. Alors il faut que je me retrouve à chercher un autre poste que je ne pensais pas pouvoir faire carrière. Et en plus, bon, il arrive les primes de match, c'est lui qui devait prendre les responsabilités, aller distribuer. Et je voyais bien que, bon, mais il restait toujours un petit truc derrière pour le capi et je mettais l'œil. Et bon, mais il me calmait en m'invitant à des petits restaurants, à des petits déjeuners. On me donnait l'argent de poche en plus pour pouvoir me taire. Une équipe sortie de nulle part, c'était quoi le secret? Ben, le secret, c'était déjà le respect pour André, parce que tout le monde, des dirigeants jusqu'aux entraîneurs, aux spectateurs, aux joueurs, tout le monde avait le respect. Tout le monde, je dirais même que tout le monde avait peur d'André à l'époque. Ben, il faut dire que c'est vrai qu'il a du caractère, il avait du talent, c'était un meneur d'hommes. Donc quand il disait un truc, on était convaincus que ça pouvait arriver, et ça arrivait. Donc on était tous en bloc derrière lui. Quand on nous disait de courir 10 fois, on nous courait 10 fois. Quand on nous disait de nous coucher à 8 h du soir, on se couchait à 8 h du soir. Quand on nous disait de donner le maximum sur le terrain, on donnait le maximum parce qu'il était le premier à le faire. On a rarement vu une complicité forte entre deux frères. C'était quoi votre relation? Ben, c'est le lien familial, c'était le grand frère, le petit frère. Donc un exemple qui est, lui pour moi, il était un exemple. Donc, et puis aussi, je voulais aussi démontrer que je pouvais être aussi bon que lui. Mais je savais bien que sûrement, je ne sais pas, je pense que sans lui à mes côtés, j'aurais peut-être pas arrivé aussi loin que je suis arrivé. Un truc, je savais que c'était, il me le disait pour mon bien, peut-être parce qu'il avait ça, il avait vécu ou il avait vu quelqu'un vivre ça. Et donc, de pouvoir appliquer, de pouvoir écouter ce qu'il me donnait. Il se dit qu'il se battait souvent pour toi. Ben, disons, peut-être pas battre, mais il se mettait en avant pour qu'on ne me touche pas. Ouais. Et j'ai eu plus de succès parce qu'il m'a préparé, il m'a mis en avant. Et on a plus parlé de moi alors qu'il avait autant de qualité, sinon plus.
Mais il s'est mis en retrait, il m'a mis en avant et il a protégé il a protégé le travail qu'il a fait depuis Puma Football Club. Et je dirais même depuis l'enfance. Après Puma, c'était quoi? Après Puma, on a la possibilité d'aller dans Dynamo, mais les dirigeants de Dynamo à l'époque ne sont pas sérieux. Je prends la décision d'aller au Canon de Yaoundé et lui de rester à Douala. Au bout d'une année, il est revenu à Yaoundé. Et je me rappelle toujours la deuxième année quand il est arrivé, ma deuxième année au Canon, où comme tout jeune joueur, il y a la popularité, il y a la végétariat commence à sortir, on parle plus de toi, il y a les sorties, il y a des sorties en boîte de nuit, il y a de l'alcool, il y a de la cigarette. Et on prend goût à ça et on oublie un peu le fil conducteur qui était quand même les entraînements, qui étaient des matchs. Donc ça a commencé à plonger. Et ça a commencé à plonger, c'est arrivé au moment où il est arrivé, qui m'a mis devant le fait accompli, que je me suis rendu compte que bon, mais si je voulais vraiment devenir footballeur, si je voulais vivre de football, il fallait que je change de conduite. Et c'est là où ça a décollé et 6 mois après, Laval me proposait de signer professionnel. On est surpris que tu fasses ces aveux. Je ne comprends pas que tu sortais et allais dehors dans la nuit. Oui, mais comme tous les jeunes, hein, moi je me rappelle de mon complice à l'époque, Jean-Jacques Misset. Ouais, on était les rois de boîte de nuit, hein, le dimanche après les matchs. On aimait bien aller. Il y avait toujours à l'époque une boîte de nuit, la table était toujours réservée pour nous. Oui, c'était un moment de jeunesse, le moment où on voulait vivre. Et heureusement pour moi qu'il est venu. J'ai eu des passages à vide comme tous les jeunes, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais quelqu'un à côté qui me remettait sur les rails. Et je me rappelle même à l'époque, quand Jean-Paul Lacono était entraîneur du Canon, il faisait les boîtes de nuit pour venir voir si on n'était pas là, pour nous chasser. Donc il faut quand même voir que bon, mais je pense que Jean-Paul aussi tenait absolument à nous voir au plus haut niveau. Parti de Puma pour le Grand Canon, qu'est-ce que cela t'a fait? Mais je savais que si je voulais être appelé en équipe nationale, si je voulais aller en France, il fallait une équipe de cette dimension. Alors, mon choix s'est avéré le Canon, je ne le regrette pas. Dans cette équipe, il y a eu un Jean Manga Onguéné. Est-ce qu'il t'a inspiré? Ben oui, Jean m'a inspiré et quand je suis arrivé au Canon, j'étais aussi maigre que lui quand à l'époque il jouait. Donc, et les gens, je me rappelle de ma première séance où les gens dit Manga Onguéné est né de nouveau. Donc, les gens m'ont tellement parlé, je ne l'ai pas vu jouer, mais ils m'ont tellement parlé de son jeu de tête. J'ai pu discuter avec lui beaucoup de fois et oui, ça a été aussi l'inspiration de ce jeu de tête. Mais après, bon, mais j'ai perfectionné avec du travail sur le terrain. Tu es parti à Laval et on t'appelait Monsieur 50%. Comment cela se passait? Laval m'a servi de centre de formation au niveau professionnel. Et j'ai eu la chance de trouver un entraîneur, Michel le Millionnaire, qui avait entre guillemets réservé une place pour moi. Et en même temps, j'ai trouvé un Gabonais, Pierre Obam, qui m'a accueilli comme frère jumeau, qui m'ont vraiment habitué et qui m'a facilité la tâche pour pouvoir m'adapter et de pouvoir donner le maximum. Donc pendant ces 3 ans que je passais à Laval, j'avais toujours le soutien de 2 personnes très importantes. Pourquoi être parti après à Rennes? Ouais, je suis parti à Rennes parce que Laval était en 2e division. Il me restait une année de contrat à Laval. Rennes est monté. Tout de suite, ils se sont positionnés. C'était avant la Coupe du Monde de 90. Et je voulais vraiment me libérer, avoir un club
avant la Coupe du Monde. Donc j'ai donné mon accord à Rennes. Et c'est vrai que bon, je ne le regrette pas parce que j'ai fait une belle saison même si l'équipe est descendue. Mais peut-être si j'avais attendu après la Coupe du Monde, j'aurais eu des équipes beaucoup plus importantes. J'arrive à Marseille et après une saison difficile, je discute avec Tapi, avec Bernès. Ils sont très contents de me voir dans leur équipe, mais je tombe sur un entraîneur, Jean Fernandez, qui n'est pas du tout du même avis. Donc j'ai fait une bonne préparation. Il y avait des Basile Boli, d'Abedi Pelé, de Marcel Desailly. J'ai fait des entraînements, j'ai fait des matchs amicaux de très bon niveau. Il y avait Rudy Voller, il y avait Bourchi, il y avait Jean-Marc Ferreri. C'est vrai que la concurrence était difficile. Mais je me rappelle que Bourchi à l'époque était blessé, il ne s'entraînait pas. Il avait du mal. Jean-Marc Ferreri ne voulait pas, on le faisait jouer avant ça, il ne voulait pas. Et j'en ai discuté avec Jean Fernandez, il m'a dit que non, je ne rentrais pas dans ses plans. Aussi je restais, je serais après voleur, après Bourchi. Donc j'ai demandé à partir. Donc j'ai tout fait, mais à partir du moment où un entraîneur n'ouvre pas la porte, c'est pas possible. Il y a eu ce passage en Amérique du Sud. Raconte-nous. Non. J'arrive à Amérique après 2 Coupes du Monde. Donc pour moi, je suis déjà au summum de ma carrière. Mais j'arrive à Amérique parce que j'ai envie de changer, j'ai envie de connaître autre chose. Il me restait une année à Lens. Je n'avais pas de proposition en Angleterre. Donc Amérique est arrivée et je voulais découvrir autre chose. Donc j'arrive dans une grande club, dans une grosse structure. Tout est mis en place pour que je m'éclate. Et c'est chose que je fais et j'écris une autre page dans ma carrière. Et ce passage à la Sampdoria de Gênes? Mais oui, Sampdoria, c'est la surprise de ma carrière. Parce que je ne pensais pas, après avoir connu la France, aller en Amérique du Sud, de pouvoir revenir en Italie. Donc la Sampdoria, c'était la cerise sur ma carrière. Il faut savoir que en 1998, je ne fais plus partie de la sélection, que les entraîneurs de l'époque ne m'appellent plus, tout le monde me trouve fini. Je signe quand même à la Sampdoria. Et pour comble de bonheur, 2 semaines après, il y a changement d'entraîneur à l'équipe nationale. Claude Leroy arrive, le lendemain il m'appelle et il me dit écoute, j'ai envie d'organiser une équipe autour de toi. Donc sache que tu es le premier sélectionné et aide-moi à trouver les 22 autres. Donc je pense que il n'y a pas mieux pour un joueur de sentir soutenu et de pouvoir préparer, savoir qu'on va pouvoir jouer sa 3e Coupe du Monde sans aucun problème. Nous allons évoquer l'équipe nationale, les Lions indomptables. En 1990, tu marques l'histoire du football camerounais. Raconte-nous. Est-ce que tu l'avais ressenti? Non, on sent pas. Au départ, on ne sent pas les choses parce que c'est un but vraiment qui était destiné pour les Camerounais parce que ce coup franc, c'est Mfédé qui doit le tirer. Mfédé est sorti 1 minute avant. Alors Koundé se place pour le tirer. Il se met en position pour le tirer du pied gauche. Alors qu'il c'est un droitier, il tire souvent les coups francs avec le pied droit. Alors moi je le fais ici, je lui dis mets le ballon au premier poteau, moi je vais le couper au premier poteau. Donc ok, au moment où il tire au premier poteau, Makanaki me devance. Le ballon est dévié au premier poteau. Donc il prend la direction du 2e poteau. Et en ce moment-là, moi je ne me pose pas les questions, je vais le chercher. Très haut, oui, il n'y avait pas d'autre solution. Si je voulais gagner le duel, il fallait que je parte avant. Ouais. Donc je prends le dessus sur Sensini. Je joue un coup de tête normal. C'est pas fort.
un ballon piqué, mais peut-être une faute de main du gardien, 1-0, au moment où on est à 10 contre 11. Quand tu marques ce but, comment tu vis ça? C'est la folie, je vois rien, j'entends que des cris, je ne sais plus comment fêter. Je me retrouve en bas sur le gazon avec 9 joueurs au-dessus de moi. Et pas que des joueurs, des monstres. Tu avais Nkono, tu avais Massing, tu avais des mecs Koundé, des mecs qui pesaient plus de 90 kilos. Je ne sens plus rien, je suis dans mon élément et ils se lèvent, je me lève, je regarde les tribunes, je ne vois rien. Je vois que des mains, des gens qui criaient, des gens qui sautaient. Et c'est l'effervescence, c'est la folie. On ne sait plus à ce moment-là que faire. Mais bon, on se dit, mais il faut se remettre tout de suite parce que le match n'est pas fini. On a beaucoup parlé d'une rivalité entre Roger Milla et toi. Il se racontait que tu ne voulais pas de lui. Non, il faut dire qu'en équipe nationale à l'époque, les joueurs, j'espère qu'aujourd'hui aussi, on n'avait pas le droit de dire on veut pas, non. C'est l'entraîneur qui faisait le choix de ces joueurs. Donc moi j'étais là, tout simplement. Quand on a fait l'équipe, quand on faisait les équipes, les entraîneurs, moi on me faisait jouer, quand il était là, on me faisait jouer au milieu de terrain. En numéro 10 et lui avant-centre. Et ça ne t'arrangeait pas? Non, parce que je savais que en numéro 10, je donnerais 75% de mes possibilités. Donc, et on a fait des matchs amicaux, où tous les matchs amicaux, on a joué comme ça, on a perdu. Donc je suis allé voir, j'en ai discuté avec Bell, j'en ai discuter avec Kono à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, moi je me sens pas à l'aise, moi je vais jouer numéro 9. Et ils m'ont dit, mais écoute, ils m'ont dit tous, mais écoute, il faut voir avec l'entraîneur. Donc je suis allé voir Valérie Lepomnachi à l'époque, je lui ai dit, écoute, on est en train de jouer avec Roger en numéro 10 et moi en numéro 9 et moi en numéro 10. Ça ne marche pas, moi je me sens pas à l'aise, je vais jouer en 9. Mais écoute, tu as 2 numéros 9 qui sont capables de faire la différence. Donc il faut choisir, si c'est Roger le meilleur, moi je suis prêt à rester. Avec ses coéquipiers, François Omambik a écrit de belles pages qui resteront dans les annales du football jusqu'à ce jour comme ayant procuré des moments forts au public. Nous pouvons dire qu'il est peut-être grand temps pour que les autorités en charge du football camerounais pensent à l'associer. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et rendez-vous à la prochaine édition.